Alors effectivement, je trépignais non pas d'impatience, mais de joie à l'idée de me retrouver ici. J'ai eu l'occasion de venir à Saintes il y a quelques années, mais malheureusement, je ne disposais pas encore du temps de visiter cet endroit magnifique. Merci à vous de nous y rassembler pour traiter d'enjeux aussi importants que les rapports entre nature et ville. Alors trépigner de joie, je le faisais parce que vous avez vu le programme, beaucoup d'intervenants d'horizons très différents avec lesquels j'ai pu déjà échanger. Donc je suis déjà en mesure de vous dire qu'ils vont être très intéressants. Et sans plus tarder, d'ailleurs, je demande à Anne Gaillard de ne pas me laisser plus longtemps seule à la tribune. Alors, si vous le voulez bien, je vous invite peut-être à vous mettre ici parce que vous pourrez comme ça plus facilement commenter les quelques diapositives avec lesquelles vous êtes venus. Alors, de mémoire d'animateur, c'est la première fois qu'on commence, non même pas à l'heure, mais avant l'heure annoncée, mais ce n'est pas plus mal. On disposera ainsi, à l'issue de chaque intervention, d'un temps d'échange avec vous, parce que vous aurez, fort de vos expertises respectives, sans doute envie de réagir aux différentes interventions. Mais si vous me permettez, je vais abuser du privilège de questionner d'abord les intervenants. Donc vous, Anne Gaillard, vous êtes paysagiste urbaniste, paysagiste conseil de l'État et, ironie de l'histoire, parmi les départements. Voilà. Alors, prenez peut-être un micro. Voilà, j'aurais dû vous le... Je pense qu'il faut l'actionner. Là, c'est bon? Oui. Parfait. Et alors, vous, comment il se trouve que le département où nous sommes est l'un des départements que vous suivez, c'est ça? Voilà, tout à fait. Je suis paysagiste conseil de l'État en Charente-Maritime. Donc voilà, en présence aussi de la DDTM de Charente-Maritime. Voilà. Donc c'est à ce titre-là que vous intervenez, mais vous avez, comme tous les autres intervenants, plusieurs casquettes. Et vu la complexité des enjeux dont on parle, c'est rien que de plus naturel. Et j'ai noté donc que vous êtes fondatrice de l'atelier Ilotopie. On en parlera peut-être avant, sauf si vous voulez d'ores et déjà dissiper le mystère autour de cet atelier. Non, mais donc c'est un atelier en fait pluridisciplinaire qui a rejoint récemment une structure qui s'appelle Picaya, parce qu'en fait notre raison d'être, c'est de s'inspirer du vivant pour repenser les stratégies territoriales. Voilà, donc on accompagne les collectivités territoriales à partir de ce prisme du vivant, voilà, pour justement réconcilier et considérer nos territoires comme des socio-écosystèmes vivants. Voilà, donc complètement de façon fusionnelle ou en symbiose entre ville et nature. Alors on y reviendra nécessairement. Alors personnellement, tout comme vous, j'imagine, je suis très attaché aux mots et à l'intitulé des tables rondes et des séquences auxquelles on nous invite. En ce qui vous concerne, c'est donc, vous l'avez vu sur le programme, réconcilier ville et nature, point d'interrogation. Donc j'en conclus que ça ne va pas de soi. Et effectivement, il y a comme un oxymore, ville et nature. La ville, ça renvoie à l'artificiel. Donc, si j'étais très heureux de commencer cette matinée avec vous, c'est que vous pourriez nous aider à y voir plus clair sur la possibilité, somme toute, de réconcilier ville et nature. Vous êtes venu avec des diapositives, on y reviendra, mais déjà, voilà, sur cet apparent oxymore ville et nature, ça ne va pas de soi de les associer, de les réconcilier. Alors, effectivement, ça ne va pas de soi. Peut-être qu'on va d'abord refaire un petit historique ensemble, même si peut-être la plupart d'entre vous, d'entre nous, connaissons déjà un peu notre histoire. Si je fais référence notamment au livre de Sapiens d'Harari, en fait, pendant très longtemps, l'homme existe depuis 4 millions d'années sur Terre. Et en fait, on se rend compte qu'à chaque fois que l'homme a conquis une partie du monde, eh bien, il y a toute une partie, la mégafaune qui a disparu en Australie, etc. À chaque fois que l'homme est arrivé quelque part, il y a un grand pan de la nature ou du vivant déjà existant, préexistant, qui a disparu. Et puis, en fait, il y a 10 000 ans est arrivée l'agriculture. Et c'est à partir de l'agriculture que l'homme a commencé à dominer son environnement, à dominer les animaux parce qu'il les a domestiqués, dominer aussi les plantes parce qu'il les a cultivées, jusqu'à dominer l'homme avec l'homme. L'homme a dominé l'homme aussi, et c'est le début un peu de la hiérarchisation de notre société.
Et puis, bon, il y a eu l'ère industrielle, voilà, toutes les nouvelles technologies qu'on connaît, jusqu'à aujourd'hui, à tel point qu'aujourd'hui, on peut complètement s'affranchir. Pendant très longtemps, l'homme, enfin, d'ailleurs, avant l'agriculture, l'homme était chasseur-cueilleur, donc il était dans vraiment tout le temps en cohabitation avec le vivant, en observation, voilà. Et puis d'ailleurs, les peuples ancestraux aujourd'hui, il y a un anthropologue qui s'appelle Claire Michalon qui expliquait qu'il est allé à la rencontre de tous ces peuples et qui disait, à chaque fois, il leur posait la même question: qu'est-ce qui est pour vous, qu'est-ce qui fait la singularité de votre territoire ou de votre communauté? Il disait, nous, on a un grand respect pour les personnes âgées. Ah bon? Et aux quatre coins du monde, on leur disait, tout le monde, tous ces peuples répondaient ça. Pourquoi? Parce que quand on arrive aussi âgé, c'est qu'on a eu cette capacité d'écoute avec le vivant, cette capacité d'écoute à vivre en symbiose avec cette nature et avec aussi cette notion de risque, vivre avec les risques. Voilà, donc c'est un peu tout ça. Donc pour revenir à notre ère industrielle, quand même, aujourd'hui, voilà, on s'est tellement affranchi de tout que pourquoi penser notre morphologie urbaine avec le soleil, avec les risques de canicule, puisqu'on a la climatisation? Pourquoi voilà, aller dans les Alpes, se promener pour être en contact avec les éléments, la neige, etc., si on peut faire du ski à Dubaï ou je ne sais où? Finalement, l'homme a cette capacité. Et puis pourquoi, finalement, on peut habiter à peu près n'importe où, puisqu'on peut enterrer nos cours d'eau, on peut aller quasiment les pieds dans l'eau au bord de la plage, voilà, sans trop se préoccuper de cette question du vivant. Et aujourd'hui, ça nous revient en boomerang et se pose vraiment notre question de comment faire, comment habiter. Et puis je voudrais juste quand même faire un tout petit focus sur la DATAR, qui fait partie de notre... de notre histoire, la DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire. Feu la DATAR, puis, qui subit oui, sous d'autres formes. Voilà, tout à fait. En tout cas, l'histoire de la planification en 1962, il a fallu, et c'est normal, de pouvoir s'organiser, planifier, répondre aux besoins de l'homme, sauf que dans notre culture, on a eu une culture extrêmement anthropocentrée. Tout notre territoire est centré vers l'homme, quels sont nos besoins, sans se poser la question de oui, mais sur quel territoire vivons-nous, et comme, enfin voilà, au fil du temps, il y a eu vraiment cette séparation entre l'homme et son environnement qui l'entoure. Donc voilà, aujourd'hui on en est là. Alors reconnaissez avec moi qu'il y a une certaine audace de la part d'Anne Gaillard de retracer 40 millions d'années avec d'aussi grandes enjambées, etc. Mais je vous remercie de vous être livré à l'esquisse de l'exercice, parce que ça a été dit tout au long de cette journée, on va avoir des exemples concrets qui vont alimenter la réflexion des plus opérationnels d'entre nous, rassurez-vous. Mais il me semble que justement, face à l'urgence de la situation, paradoxalement, il faut prendre le temps, du recul, et revisiter, remettre en perspective historique, comme vous avez commencé à le faire. Vous avez donné des références bibliographiques. Ça aussi, c'est très précieux face à l'urgence de la situation, où il faut paradoxalement se replonger dans les ouvrages. Et s'il y a un lieu qui devrait incliner à cet état d'esprit, c'est bien celui-ci. Alors, vous êtes venu avec une première diapositive qui, là aussi, à grands traits, fixe un peu les enjeux. Alors, je vais... Voilà, il y a déjà, le miracle s'est produit. Donc, face à toute cette histoire dont on vient de parler, l'histoire de notre humanité, finalement, eh bien, on en arrive à un constat qui est, donc ça c'est selon les experts de l'ONU, donc on parle beaucoup de changement climatique, c'est un fait, et l'homme est à l'origine de ce changement climatique, mais il est aussi à l'origine de la 6e extinction de masse en matière de biodiversité, et donc qui est provoquée par notre propre humanité. En fait, sur 3,8 milliards d'années d'existence du vivant, il y a déjà eu 5 grandes extinctions de la biodiversité. Il y a notamment, il y a 250 millions d'années, il y a eu à peu près 75% des espèces terrestres qui ont disparu, 75% des espèces marines.
La dernière, avant nous, avant celle que nous sommes en train de vivre, c'était il y a 65 millions d'années avec la disparition des dinosaures. Et aujourd'hui, on en arrive, c'est un fait, à cette 6e extinction dont fait partie l'homme, parce qu'on fait partie de cet écosystème. Donc avec nous, on est en train nous-mêmes de nous éradiquer. Enfin, c'est assez incroyable, mais c'est ça. Et donc aujourd'hui, voilà, il y a 1/3 des espèces marines qui sont menacées d'extinction, 1 million d'espèces sur les 8 millions connus qui sont également menacées. Et on a ce taux d'extinction actuel qui est 80 à 100 fois supérieur au taux habituel avant notre ère industrielle. Donc les choses sont vraiment en train de s'accélérer et d'ici 2100, c'est effectivement plus de 75% des espèces qui vont disparaître, qui sont condamnées à disparaître. Voilà. Mais alors, il faut que je vous taquine quand même, Anne Gaillard, parce que ces chiffres, en fait, on les a tous, je l'espère, en tête. On n'aurait pas pu les rappeler comme ça spontanément ce matin. Et merci de l'avoir fait, mais on a tout cela à l'horizon. Donc, pourquoi nous rappeler ces chiffres qu'on connaît tous, on connaît la situation, etc. Et c'est là où votre valeur ajoutée sera encore plus évidente, c'est que selon vous, on a beau le savoir, on a beau vouloir changer les choses, il y a des mécanismes de blocage divers. Vous allez nous le montrer à travers un schéma, mais auparavant, vous êtes venu sous le bras avec une citation de Pierre Rabhi, alors qu'on peut lancer. Pourquoi convoquer Pierre Rabhi? Rappeler qui il est. Pierre Rabhi, c'est un écologue très engagé. Et il se trouve que j'ai grandi en milieu rural à côté de la ferme de Pierre Rabhi. Donc c'est une figure que je connais bien, même si je suis aujourd'hui très citadine. Donc je suis moitié nature, moitié ville. Arrêt sur image, désolé. Voilà, vous me rappeliez tout à l'heure dans l'oreille que vous aviez même l'occasion toute petite de le rencontrer sur le marché. Sur le marché d'Evance. Mais depuis que vous avez pris des fonctions qui justifieraient de travailler avec lui, vous n'avez pas eu l'occasion de le revoir. Voilà. Qui sait. Et donc Pierre Rabhi explique que la nature est par définition le complexe vivant dans lequel l'être humain doit enfin trouver sa juste place s'il ne veut pas être éradiqué par ses propres erreurs. Voilà. Je repose quand même du coup ma question, on va en venir à ce schéma explicatif des différents facteurs de blocage au niveau des comportements, des organisations. Mais là encore, Pierre Rabhi, que dirait-il, que diriez-vous encore une fois, de la possibilité de restaurer, de préserver cette nature dans des espaces urbanisés qui sont par définition très artificialisés? Donc je repose en fait ma question sur comment réconcilier l'inconciliable a priori. Peut-être, avec plaisir, j'aurais envie d'y répondre, mais je trouverais intéressant de comprendre un petit peu ce qui se passe pour, en fait, la vraie question. C'est aujourd'hui, on a tous conscience, là, cette slide juste un peu avant, de savoir, on sait tout ça, mais comment changer? Et la préoccupation aujourd'hui, c'est comment enclencher ce changement de posture, parce qu'il y a vraiment nécessité de changer de paradigme, c'est ce qui a été rappelé en introduction. Donc j'ai bien compris le message, direction pôle Nord. Je répondrai, tout à fait à la pôle question. Nord, parce que nous nous retrouvons avec un iceberg. Voilà. Alors moi, ce que je voulais vous proposer, c'est un travail que je fais aussi avec l'Institut des Futurs Souhaitables. C'est une école de la prospective où on travaille justement au changement de posture, au changement, aux transformations culturelles avec les collectivités et aussi avec les entreprises et les organisations. Comment travailler sur l'empreinte naturelle des organisations. Bref, on a pris cet exemple, ce modèle de l'iceberg, qui est un modèle d'ailleurs de notre milieu, de nos milieux vivants. En fait, c'est assez symbolique, mais les événements, c'est ce qu'on connaît, c'est la face visible de l'iceberg. C'est en fait, on sait ce qui se passe et on essaie de trouver des solutions en surface, et on voit qu'il y a des points de blocage. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'aller creuser un petit peu quelles sont finalement les tendances, qu'est-ce qui se joue sur nos territoires, jusqu'à nos modèles mentaux. Et ça vient toucher
des points extrêmement sensibles qui sont de l'ordre de nos systèmes de valeurs. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que sur nos territoires, on a beaucoup de biais cognitifs et on regarde le monde chacun avec nos propres lunettes. C'est souvent d'ailleurs les points de blocage des dialogues entre, par exemple, un environnementaliste qui n'a pas été écouté, qui n'a pas été inclus dans des projets, et un, je sais pas, un élu extrêmement fasciné, ou en tout cas dont l'expertise c'est vraiment l'industrie, le développement industriel, et donc les lunettes ne vont pas être les mêmes, et donc le dialogue va être difficile. Mais bon, bref, on peut peut-être creuser... Ça fait réagir notre présidente. Voilà. Bon, on peut peut-être juste... alors je vais creuser un petit peu. Donc les événements, on les connaît. Qu'est-ce qui se passe sur nos territoires ? Bon, alors évidemment, il y a des milieux vivants qui disparaissent au profit d'une nature beaucoup plus artificielle. Parfois, on est capable de raser des espaces, mais de remettre de l'agriculture sur les toits. Bon, bien sûr, ça peut être un plus, mais c'est pas l'un à la place de l'autre. On a aussi, alors évidemment, sur des mêmes parcelles administratives, les sujets qui sont mis en compétition. Ça, c'est assez récurrent, c'est-à-dire c'est soit la nature, soit quand même le développement économique, où la question du logement est cruciale. Donc il ne faut quand même peut-être pas exagérer, mais tant pis s'il y a des terres arables, tant pis si, etc. Donc il y a souvent cette question de compétition. Je l'ai dit aussi, beaucoup de clivage entre parfois paroles d'écologues et paroles d'aménageurs, qui peuvent conduire à des conflits, donc des ruptures de dialogue. Également, souvent le coût et la démarche d'une réhabilitation, c'est plus cher et c'est aussi plus complexe, tandis que si on a du foncier à aménager, une terre agricole, c'est tellement plus facile, tellement plus simple, donc on va plutôt avoir tendance à choisir cette facilité-là. Les ambitions du zéro artificialisation nette, très difficile à acter, donc voilà. Et puis il y a aussi cette tension aussi entre les lois. À la fois, il faut construire du logement, 25% de logements sociaux, et en même temps préserver. Comment on fait ? Donc il y a vraiment cette tension-là. Et puis parfois aussi une réalité des besoins qui n'est pas toujours bien évaluée. On surdimensionne des espaces, on surdimensionne des parkings alors qu'on est en train de réfléchir à de nouvelles mobilités. Donc en fait on réfléchit 20e siècle tout en pensant 21e. Enfin bon, voilà. Mais en même temps des choses, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a vraiment une quête de sens de notre société, qu'il y a des prises de conscience de plus en plus importantes. Donc on a un peu ces deux tendances en même temps. Et aussi quand même, autre chose, c'est que les villes sont pleines à craquer, donc il y a quand même un exode urbain, avec en plus la crise Covid, le télétravail, etc. Et donc qui transpose une pression aussi sur nos campagnes. Et donc se pose à nouveau cette question sur les campagnes, de comment accueillir des nouvelles populations. Et puis en plus, c'est un fait aussi que nos populations ne cessent d'augmenter. Alors, les tendances, si on creuse un petit peu, qu'est-ce qui finalement, quelles tendances persistent ? Parce que là, on sait tous ces constats, oui, mais qu'est-ce qui persiste derrière tout ça ? Donc, je vais descendre un peu à chaque fois d'un étage. Donc, souvent, c'est qu'on a le réflexe et un savoir-faire de pratique d'aujourd'hui, mais qui sont dépassés. En fait, et moi j'en fais partie, la génération, c'est-à-dire que les personnes qui se sont formées il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 30 ans, on avait des pratiques extrêmement différentes de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Moi, j'ai entendu récemment, la semaine dernière, un ingénieur territorial qui me dit « mais c'est incroyable, on sait qu'il faut aller dans cette direction-là, mais moi, j'ai 30 ans de carrière. Comment je fais aujourd'hui pour changer ? Ça veut dire que je dois moi-même me remettre en cause après 30 ans de carrière. Donc c'est très difficile. Donc ça, c'est cette tendance qui persiste à faire comme avant, alors qu'il faudrait faire différemment. On a aussi un raisonnement qui est très administratif et non géographique. La réconciliation entre la ville et la nature, d'ailleurs la nature c'est aussi une image culturelle du vivant qui nous entoure. Et pour déjà, donc il y a ce raisonnement à la parcelle administrative. On ne déborde pas et on essaie de tout faire entrer au chausse-pied dans la parcelle administrative. Sauf que les solutions, elles sont peut-être à côté. Et aussi la réflexion,
c'est de l'ouvrir sur l'échelle géographique. Donc ça, c'est aussi extrêmement important, et pourtant, c'est des tendances qui persistent, de raisonner à l'échelle cloisonnée du périmètre administratif. Voilà, et puis une tendance aussi au greenwashing, hein, ça on le connaît, le marketing territorial, utiliser la nature pour une image, mais en fait pour faire passer d'autres choses derrière, etc. Tout ça on le connaît, je vais passer. Donc je vais descendre un petit peu plus bas, finalement... se refroidissent encore davantage, mais aux structures sous-jacentes. Voilà, les structures sous-jacentes. Là, je pourrais surtout insister sur le fait qu'on a un vrai manque de culture commune sur le vivant, en fait, et un manque de connaissances scientifiques. On peut voir à quel point, et là je fais référence à Gilles Boeuf, qui est l'ancien président du Muséum national d'histoire naturelle, qui disait, mais avec cette crise Covid, tout le monde a eu une opinion sur ce qu'il faudrait faire. Oui, mais attendez, pour ce virus, pour gérer ce virus, moi je vais vous dire ce qu'il faut faire, sans connaissance scientifique. Et donc c'est l'opinion versus connaissance scientifique. En fait, on a tous une opinion en disant, mais attendez, moi je vais vous dire, c'est le logement qui est le plus important, c'est pas la nature. Oui, mais est-ce que vous avez la connaissance des milieux marins qui sont en train de s'éroder là? Est-ce que vous savez que le niveau de la mer est vraiment en train de... Là, on y est, là. C'est dans 20 ans, l'île de Ré est sous l'eau. Donc le foncier, d'ailleurs, il ne vaudra plus rien. Donc c'est juste se dire, mais oui, mais comment on se réorganise? Alors, je suis désolée d'aller... c'est des points sensibles, mais c'est des points sensibles. Moi, je n'ai pas de jugement. Et je reprends les propos. Je reprends les propos de Gilles Boeuf. Voilà. Je reprends les propos de Gilles Boeuf, et c'est simplement pour se dire, on n'a pas de réponse, mais c'est une réalité. Et ce qui se joue derrière tout ça, quelle tendance, qu'est-ce qui influence nos tendances? C'est notre difficulté à changer et à accepter ces situations. Donc oui, on réagit par rapport à ça. Donc effectivement, c'est pas facile, et c'est beaucoup plus facile de ne pas émousser, donc ça crée des tensions. C'est comment gérer nos tensions derrière tout ça, c'est un vrai sujet. Donc voilà. Il y a aussi parmi ce qui influence ces tendances, c'est aussi le fait que parfois les propriétaires fonciers décident encore seuls, et que parfois il n'y a pas forcément de dialogue et de coopération entre toutes les parties prenantes. Donc les arbitrages ils ne sont pas toujours présents. Voilà, et donc aussi un cloisonnement de certains acteurs, avec, je viens de le dire, peu d'inclusion entre toutes les parties prenantes. Et enfin, mais ça rejoint un petit peu, je descends encore plus bas, hein, je suis déjà descendu un petit peu, j'ai fait un peu des yo-yo là dans ma présentation, mais ce qui est vraiment très, très fort dans nos modèles mentaux, c'est déjà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les biais cognitifs. C'est de faire des raccourcis très vite. Je vais vous dire, c'est ça qu'il faut faire et pas ça. Mais en fait, non, il faut prendre du temps pour bien poser et de décloisonner nos imaginaires. Parce qu'on a, avec toute cette histoire, j'ai fait des sauts dans l'histoire, mais c'est vrai que ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous, on est présents là, mais on a un héritage culturel et où il est très difficile de se défaire de ce cloisonnement des imaginaires. Donc je l'ai dit aussi, cette pensée administrative et non géographique. Toujours aussi le fait que le foncier est une chose marchande et qu'on a cette perte de rapport à la terre. Donc c'est un peu ce dont on parle, hein, cette domination, toujours cette séparation ville-nature, et toujours cette tendance à vouloir dominer ce vivant dont pourtant nous faisons partie. Voilà, donc une attitude, donc je terminerai là-dessus, une attitude de résistance
et on a une difficulté à renoncer. On a vraiment cette peur du changement. Là, c'est dans nos modèles mentaux. Hein, et ça, c'est typique. Même le chimpanzé, il ne va pas lâcher une branche s'il n'en a pas attrapé une autre. Et ben nous, là, on ne sait pas quelle branche attraper. Du coup, on se raccroche à nos réflexes. Et on a vraiment cette difficulté à renoncer. Et parfois aussi, et je terminerai là-dessus, c'est... un projet est enclenché, il y a un effet domino, ça a été décidé il y a 10 ans, et là on est à 2 doigts d'amener les bulldozers, mais en fait aujourd'hui avec nos prises de conscience, on se dit c'est surtout pas ça qu'il faudrait faire. Sauf qu'on a mis plusieurs milliers d'euros, plusieurs dizaines, enfin on a énormément investi pour un projet, on l'a publié, on l'a médiatisé. Comment aujourd'hui on peut accepter de faire machine arrière? Et pourtant il faudrait avoir, justement, ça fait appel à une valeur extrêmement forte, c'est le courage. Et parfois, il y a les pionniers, souvent des élus dont on parle notamment, ou des personnes qui ont été pionnières parce qu'elles ont eu le courage d'innover, le courage parfois aussi de faire machine arrière et d'expliquer pourquoi. Voilà, donc c'est ça. Je vais peut-être m'arrêter là. Oui, provisoirement, parce que c'est passionnant, c'est très éclairant, et vous avez vu les réactions du public, et je crois que vous avez mis des mots sur ce que le public ressent au quotidien. Donc, je vais aller très vite vers vous pour recueillir vos réactions, vos questions. Permettez-moi juste encore une question pour vous, Anne Gaillard. Je l'ai dit, donc vous parliez ici en tant que paysagiste conseil de l'État, mais vous avez créé donc cet atelier Îlotopique. Est-ce que ça a été fait pour vous émanciper? La question va peut-être vous mettre en difficulté, mais je l'assume. Est-ce que vous investir dans un atelier extérieur à l'institution étatique, c'était une manière pour vous de vous émanciper des éventuels obstacles, pesanteurs de l'administration qui vous empêchaient d'aller au plus loin dans votre engagement pour la renaturation, la défense de l'environnement? Est-ce que marcher sur les 2 pieds, ça vous a permis de retrouver votre équilibre? J'ai bien conscience que la question est un peu... mais comment réagissez-vous à ça? Oui, parce que en fait, vous faites allusion au fait que j'ai travaillé longtemps dans un CAUE francilien. Et donc là, j'avais une posture d'accompagnement. Je n'avais pas ça en tête, mais pourquoi pas? Mais vous faites bien de le rappeler. Vous faites bien de le rappeler. J'étais aussi dans la maîtrise d'œuvre urbaine, etc. Et aujourd'hui, ça me semble très important, je trouve passionnant d'avoir ce rôle à la fois de conseil pour infuser et vraiment on a une équipe qui porte à la DDTM vraiment les enjeux de la transition. Donc voilà, et en même temps dans cet atelier, c'est l'expérimentation, c'est aussi une branche opérationnelle pour ensuite, là ce que je vous ai montré, ce sont des ateliers qu'on a fait aussi avec des collectivités. Donc ce que je vous ai raconté là, c'est pas juste sorti de mon chapeau, c'est vraiment un travail d'exploration. Et donc je fais à la fois de la recherche-action avec l'Institut des futurs souhaitables, et l'atelier Îlotopie est en triptyque en fait, donc maintenant avec Picaya et le CEBIOS, qui est le Centre européen d'excellence en biomimétisme. Je vais vous expliquer en 2 mots ce que c'est, et donc qui promeut cette inspiration du vivant, s'inspirer de la nature à l'échelle nationale, avec les chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, l'Institut qui lui est plutôt en recherche pour avoir toujours un temps d'avance. Extrêmement passionnant de pouvoir agir à différents niveaux, aller explorer, aller être dans l'opérationnalité pour éprouver aussi des nouvelles manières de faire, parce que là, c'est ce qu'on est en train de faire de façon plus multidisciplinaire. Là, on a fait tout un travail à Saint-Étienne en équipe vraiment multidisciplinaire, et notamment avec le philosophe Thierry Paco, sur d'autres façons de penser, d'autres postures. Mais en fait, ce n'était pas pour vous mettre en difficulté, c'était pour pointer un point commun qu'il y a entre les différents intervenants. Vous le verrez au fil de la journée. En fait, ils ont plusieurs casquettes, et c'est peut-être comme ça que justement ils trouvent leur équilibre, leur capacité à surmonter les blocages que vous évoquiez. J'aurais d'autres questions, mais chose promis, si vous souhaitiez réagir, 1 ou 2 micros doivent circuler grâce à mademoiselle. Merci à vous. N'hésitez pas à lever le bras. Voilà, merci madame. Et à vous présenter préalablement.
Isabelle Chalère, directrice adjointe de la DDTM. Je voulais juste simplement dire que nous, on ne peut que se féliciter d'avoir Anne Gaillard dans nos équipes. C'est une manière aussi de donner un souffle différent aux équipes, de leur faire prendre conscience d'autres choses et effectivement d'avancer, de fédérer aussi les équipes autour de nouveaux objectifs qui sont portés par la DDTM depuis longtemps, mais de façon peut-être plus classique. Et là, ça permet peut-être de les porter autrement et de peut-être de faire ouvrir des yeux, des oreilles, différemment. Cultiver le pas de côté, le décalage à l'intérieur, c'est tout le paradoxe. D'autres questions? Je voyais Alors, on évite les questions. Est-ce que j'ai bien fait d'acheter ma résidence à tel endroit? Ça, c'est pas le sujet. Voilà. Pas d'inquiétude, on reviendra vers vous si vous hésitez encore. J'ai une autre question pour vous, Anne Gaillard. C'est sur la manière, le rapport qu'on doit établir justement avec cette nature dans ses différentes composantes, végétales et animales. J'ai parfois l'impression que souvent, ça se résume à des opérations de revégétalisation, de préservation de la nature. Mais j'aimerais savoir quel est l'état de votre réflexion sur l'intérêt qu'il y aurait d'aller encore un peu plus loin, d'imaginer ce que certains appellent de nouvelles alliances, avec y compris le vivant non humain qui est dans la ville, à travers le végétal, et les animaux, et qui ne devraient pas être là uniquement pour préserver nos intérêts, mais avec lesquels nous devrions apprendre aussi à cohabiter, y compris dans l'espace urbain. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, ça vous parle? Alors, ouais, dit-elle. Je vais juste, en préalable, j'ai un super petit quiz qui s'appelle « Où habitez-vous ?» avec les éditions Wild Project, Topophile. C'est extraordinaire. Il y a une citation de Peter Berg de 1986 qui dit « La question n'est pas de savoir combien de temps vous allez rester là où vous êtes, ou si vous vous apprêtez à partir, tout au long de votre vie, ce sera la même histoire. Le lieu dans lequel vous vivez est vivant et vous faites partie de sa vie. Quelles sont alors vos obligations à son sujet ? Quelle est votre responsabilité vis-à-vis du fait que ce lieu vous accueille et vous nourrit ? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour lui rendre l'appareil ? » Là, c'est juste juste merci, pour inverser en fait le fait d'être aujourd'hui très anthropocentré, de se dire mais en fait, pour moi, ce qui est déjà très important pour réussir cette alliance, c'est d'être à l'écoute. Et souvent, on ne l'est pas. En fait, on croit qu'on l'est, mais on ne l'est pas. Soit on pense très hors sol, puis après, quand on a défini un tracé, je ne sais pas, même parfois quelque chose qui peut être très vertueux. Je parle par exemple en Île-de-France, le tracé d'un nouveau transport en commun, sauf que qui vient raser des boisements, les dernières réserves de biodiversité aux portes de Paris, etc. Ok, mais enfin voilà. Donc être vraiment dans une posture d'écoute, passer du paysage au pays sage. Et ça, c'est une citation de Thierry Geffray, qui est un philosophe de terrain, un agriculteur qui est dans la Biovallée, dans la Drôme, et qui a une capacité à parler de son territoire de manière extrêmement permaculturelle. C'est impressionnant la façon. Moi, j'étais moi-même démunie à quel point cet agriculteur connaissait tellement bien son territoire. Donc c'est être dans l'empathie et aussi pour aussi s'émerveiller et pour être pour soigner, pour prendre soin de notre territoire. Et également, pour réussir tout ça, il faut inviter le vivant non humain à la table des parties prenantes. Pourquoi ? Alors ça vient pas de moi. Il y a bien le Parlement de la Loire. C'est simplement de se dire, alors sans le rester... Parlement de la Loire, voilà un dispositif destiné à défendre les intérêts de la Loire dans toute sa diversité, y compris végétale et animale. C'est ça. Alors sans rentrer dans des procédures, des choses, c'est juste se dire, quand on fait le tour, oui, mais et le cours d'eau, et la rivière, et nos bords de mer, ils en diraient quoi, et nos milieux marins. Donc, essayer de se mettre vraiment dans cette posture d'empathie.
Voilà. Et puis, pour être plus pragmatique, oui, mais en vrai, on fait comment? C'est déjà faire de la culture du risque, par exemple, parce qu'aujourd'hui, on est dans une période multirisque. Madame la Présidente, tout à l'heure, vous l'avez rappelé, dans cette période multirisque, eh bien, comment est-ce qu'on fait de cette contrainte un atout? Comment on transforme un problème en solution? Déjà, ça, si on se met dans cette posture de se dire pourquoi est-ce que pendant très longtemps, par exemple, sur la question des cours d'eau, on a été dans une attitude de résistance, donc d'endiguement. Parfois, je vois encore passer des appels d'offres sur comment résister encore plus contre la rivière. Et donc, on est encore en compétition, en résistance entre le cours d'eau ou la mer. Oui, mais en fait, si on fait avec, si on accepte de se dire, en fait, donc là, par exemple, pour Saint-Étienne, la question des cours d'eau, je vais passer, mais du coup, on a complètement intégré, et si finalement, Venise, par exemple, vit avec l'eau, c'est vivre aussi avec les cycles et les rythmes du vivant. Parfois, l'eau est là, oui, mais c'est pas un problème parce que nos aménagements, nos milieux de vie ont été penser avec l'eau qui va, à un moment donné, être présente dans des périodes de fortes pluies, et puis à des moments, dans des périodes de sécheresse, elle va être stockée pour rafraîchir la ville, pour être absorbée et s'infiltrer dans les lieux où il y a de la végétation, etc. Et puis, par exemple, aussi, on a des sols extrêmement dégradés. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très important, c'est comment, par rapport à cette posture d'empathie, c'est comment être le plus régénératif possible. Pas d'arriver à zéro. C'est comme quand on a un compte en banque en négatif. L'idée, c'est pas d'arriver à zéro, mais d'arriver à plus. Là, c'est un peu pareil. Et là, les alliances avec le vivant, c'est les solutions fondées sur la nature. Par exemple, aujourd'hui, on sait que dépolluer un sol, ça coûte des millions et des millions d'euros. Sauf que si on accepte, et là, j'ai oublié tout à l'heure par rapport à nos biais, nos modèles mentaux, c'est la question du temps. Le temps et l'argent. Déjà, l'argent, mais il y a aussi le temps court du mandat politique, notamment, et de se dire, il faut tout faire rentrer, il faut tout transformer, il faut qu'on arrive à changer en 5 ans. Ouais, mais on a mis plusieurs décennies à tout détruire. Comment est-ce qu'on peut réussir à tout régénérer en 5 ans? C'est impossible. Donc, il faut accepter le temps long et accepter d'être pionnier dans ce changement. Et du coup, les solutions fondées sur la nature, l'eau peut épurer, soigner les sols. C'est ce qu'on a tenté avec, justement, proposé avec Saint-Étienne. La production de champignons aussi peut dégrader les hydrocarbures, bien sûr les plantes, mais les plantes, notamment par exemple un champ de tournesol, le tournesol dépollue, et bien plutôt que ce soit un problème, se dire en fait je sillonne dans la ville, je vois ce champ de tournesol, c'est assez incroyable, ensuite je tourne la rue d'après, je vois un autre champ avec d'autres plantes. Finalement, c'est quelque chose qui embellit la ville, qui fait partie de notre paysage, et en même temps, ça soigne la ville, et on est vraiment en cohabitation avec le vivant. Et juste une dernière chose, c'est la question géographique, je l'ai déjà dit, c'est vraiment penser avec la géographie, et voilà. Ouais. Mais alors, Anne Gaillard, il faut que je vous taquine, est-ce que, n'empêche, vous n'êtes pas un peu trop ilotopiste ou utopiste? Parce que moi, quand j'écoute, je branche ma radio, là, ce que j'entends, c'est des inquiétudes sur le coût de l'énergie, comment je vais payer mon carburant, etc. Derrière cela, l'évocation de cette actualité brûlante, il y a la question sociale. Le fait que cette sensibilité que vous appelez de vos voeux, et qui est très convaincante, malheureusement, on n'est pas tous en situation de pouvoir la privilégier parce qu'on a d'autres préoccupations. Désolé de venir avec mes gros sabots, mais je pense que c'est une question qu'on doit vous poser assez régulièrement. Alors comment vous êtes ouvert à l'intégration aussi de l'enjeu social de cette question du rapport de la nature à la ville? Oui, mais vous avez bien raison de le souligner, c'est une vraie question. Je travaille notamment aussi avec une politologue qui s'appelle Karine Dartic-Pérou, qui travaille sur nos systèmes de valeurs et qui expliquait que, oui, il y a des gens qui sont en mode survie, qui travaillent 12 heures par jour et qui, déjà, s'ils arrivent à se nourrir et se loger, c'est déjà très important. Donc, qui sont pas dans toute cette réflexion ou de tri des déchets, ou etc., etc. Et donc, c'est vrai, c'est une vraie question, une vraie préoccupation.
et que ça ne doit pas être juste quelque chose pour pour une certaine catégorie de population. Oui. En même temps, j'ai envie, sauf s'il y a une réaction, une intervention, auquel cas vous êtes prioritaire, non, bon, vous aurez d'autres occasions de le faire. On peut aussi prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire se dire, et je peux en témoigner, moi qui suis journaliste, qui rencontre toutes sortes de gens, il y a aussi des personnes en grande précarité, énergétique ou autre, et qui sont en même temps doués, riches d'expertise quant à savoir justement comment recycler, et qui ont aussi des connaissances sur leur environnement naturel. Donc il ne faudrait pas aussi être très manichéen et faire l'équation précarité, donc insensibilité à l'environnement. C'est même parfois le contraire. Vous faites le même constat ? Oui, je fais le même constat. Je suis allée un peu trop vite. Je suis 100% d'accord. Mais après, du coup, ça pose la question de comment sensibiliser, comment embarquer tout le monde et toutes les parties prenantes. Il y a effectivement la population, mais il y a aussi les entreprises, les propriétaires fonciers, toutes les personnes tous les usagers du territoire. Et je pense qu'il faut vraiment toucher tout le monde. Il y a la question peut-être aussi avec les élus, parce qu'il y a des élus qui sont sensibles. Moi, j'ai vu, je pense par exemple, il y a beaucoup d'élus en Charente-Maritime très sensibles à ces questions. Je pense par exemple à la ville de Maran, des gens qui sont pleins de bon sens, qui ont tellement... Mais pour d'autres, c'est plus difficile. Donc il faut travailler aussi à la formation des élus. Ça, je pense que c'est très important. Et les CAUE ont un rôle important aussi dans cette formation. Les citoyens, comment les mobiliser ? Je pense qu'il y a plein de façons, mais il y a notamment commencer par faire la fête, parce que souvent c'est quelque chose d'un... Pardon. Oui. Parce que souvent par la fête ça détend. Et c'est vrai que ça permet de discuter, de créer des événements, de lancer quelque chose, de se dire, on n'a pas commencé, mais on va y aller, célébrons déjà le début d'un changement. Et on a vu, des exemples extrêmement faciles. Je vais prendre le voyage à Nantes. Ça a permis d'accompagner. Alors après, peut-être qu'il y a des rouages que je ne connais pas, mais en tout cas, donc il y a ça, il y a les inclure dès le départ et pas enfin pour faire passer un projet, mais vraiment les inclure dans leur quartier. Alors après, il y a plein de gens qui sont créatifs pour imaginer des ateliers, de la sensibilisation. Mais aussi, je pense qu'il y a un autre niveau, c'est au niveau de l'éducation. Par exemple, donc là, je reprends ce que disait Gilles Boeuf à nouveau. Gilles Boeuf expliquait que, alors sauf erreur de ma part, mais qu'il y avait des suppressions de postes de sciences et vie de la Terre au niveau de l'éducation nationale, et que les sciences et vie de la Terre n'étaient plus enseignées dans les écoles primaires. Je trouve ça assez incroyable, parce que si on n'a pas observé des escargots, des fourmis, etc., comment être en empathie après ? Donc c'est déjà ça. Et la science, développer la science, démocratiser la science, c'est aussi extrêmement important. Et je sais pas. Mais merci, parce que les organisateurs font très bien les choses en vous ayant proposé d'introduire cette journée, parce que vous avez posé des jalons sur lesquels on reviendra, quand vous avez évoqué la multiplicité des acteurs à engager. On y reviendra, n'est-ce pas, monsieur Guy Andrew. Vous avez parlé de l'éducation, de l'environnement scolaire. On y reviendra à travers l'intervention, le témoignage de Charlotte Duisbourg. Sur la fête également, un intervenant illustrera ce rôle de l'événementiel, effectivement. Est-ce que nous nous approchons de la fin de cette première séquence ? Ultime tentative, mais je crains que vous ayez médusé mon public, je vous en veux beaucoup. Ah non, il y a quand même des mains qui se lèvent. Voilà, monsieur, et ensuite madame la présidente. Oui. N'hésitez pas à vous présenter, monsieur. Oui, bonjour, je suis monsieur Garnier, je suis adjoint à l'urbanisme à la mairie de Saint-Palais-sur-Mer. Tout à l'heure, vous donniez un exemple sur le développement du logement et la nécessité aussi de préserver la nature et la biodiversité. Alors je vais être assez concret en tant qu'élu de terrain.
à la fois, nous, on a bien conscience qu'il faut tenir les deux, mais pour nous, c'est aussi une injonction paradoxale. C'est-à-dire comment on gère ce paradoxe-là, d'à la fois de préserver la nature et de construire du logement social, hein, puisque moi, je fais partie d'une commune où on est loin des 25%. Alors bien sûr, on est accompagné notamment par les services de l'État, la DTM, dans la construction des PLU. Mais bon voilà, vous parlez de bibliographie, je sais que quelqu'un comme Yves Barrel, par exemple, a théorisé sur la gestion des paradoxes. Mais voilà, c'est compliqué pour nous sur le terrain de gérer ce paradoxe-là. Donc si vous aviez quelques pistes. Si vous le permettez, Anne, on va peut-être prendre la question de Madame la Présidente. Je fais l'hypothèse que ça sera un peu dans le prolongement, sauf si j'ai erreur de ma part. Oui. Non, oui, non, c'est dans le prolongement, effectivement, mais je suis à côté de Madame avec la DDTM. Donc c'est vrai qu'on parlait un petit peu de ça, le logement social. Alors moi je suis présidente du CAU, mais je suis aussi maire, donc maire de Saint-Georges-d'Oléron. Merci Madame Gaillard d'avoir parlé que l'île de Ré allait disparaître et pas l'île d'Oléron. Ouf, voilà. On est d'accord. Je suis avec Michel Parent, qui est le maire du château et le président de la communauté de communes. On était très contents, hein, rassurés. Bon, ça va. Je ne sais pas si on va ouvrir notre pont pour accueillir tout le monde, mais enfin, bon. Donc, simplement, et donc je suis maire de Saint-Georges et en même temps responsable au département du logement et de l'insertion, donc doublement ou triplement concerné par ce sujet. Et j'ai beaucoup aimé quand vous parlez des modèles mentaux et d'accepter de revenir en arrière. Et ça, trois petits points, c'est quand on regarde les photos de nos anciens villages et qu'on remonte quelques 50 ou 100 ans en arrière, on voit combien l'arbre était présent dans nos villages. Et qu'actuellement, les nouvelles tendances... on a eu une période où on a supprimé tous les arbres pour faire des grandes allées, effectivement. Donc, comment revenir en arrière ? Et moi, je suis partante pour revenir en arrière, mais comment essayer maintenant ? Moi, j'ai demandé à ce qu'on plante des arbres. Et on m'a dit, ah ben non, maintenant, il y a plein de câbles électriques, de conduites d'eau, etc. Et si jamais vous percez un trou pour faire un arbre, alors là, pour mettre un arbre, ça va être catastrophique. Donc, effectivement, j'ai beaucoup aimé ce côté, essayer de revenir en arrière. Ouais. Et puis, dans les modèles mentaux, même si la DDTM est à côté de moi quand même, elle va peut-être... c'est aussi les tendances réglementaires. Et les règlements, faire évoluer les règlements. Parce que quand on a quelqu'un qui a décidé de faire un lotissement, etc., comment un peu lui faire comprendre que non, on est obligé de mettre de la nature dans ce lotissement, qu'on a changé. Un lotissement peut avoir été prévu, comme vous l'avez très bien dit, il y a 10 ans. Et maintenant, c'est complètement différent. Et si nous, élus, on dit non, on nous met tout de suite l'avocat dans les... Et on ne peut pas revenir en arrière. Donc aussi, le modèle mentaux, mais tendance réglementaire. Alors, 3 grosses questions en intégrant celle de monsieur sur comment je fais face à ces paradoxes, ces injonctions contradictoires. Anne. Oui, je vous rejoins. Hein, je n'ai pas les réponses à tout. Et ce que vous disiez, monsieur, sur entre oui, mais je fais comment je veux bien préserver, mais je dois répondre à ces objectifs de logement. C'est vrai, c'est une vraie difficulté partout sur le territoire national. On est confronté à ça. On est confronté de toute façon à l'augmentation de notre population. Donc il va bien falloir se loger. Mais le plus possible, refaire la ville sur la ville, ça c'est sûr, autant que l'on peut. C'est pour ça qu'on parlait aussi de réhabilitation, comment réinventer notre morphologie urbaine.
Mais je n'ai pas la réponse à tout et ça rejoint ce que vous disiez sur la question du règlement et qu'on pourrait être beaucoup plus créatif. Moi, je pensais par exemple, pour répondre à la question du logement, en disant « Ah mais vous vous rendez compte, ici, le sol arabe, moi j'ai vu en Ile-de-France aussi beaucoup des écoquartiers se faire sur des sols arables qui ont mis plus de 5000 ans à se constituer. » Tout ça pour être écoquartier. Bon. Mais en même temps, il faut bien répondre à la question du logement, mais parfois, ce n'est pas sur la parcelle que le propriétaire public possède. On se dit, quel dommage, le propriétaire public possède un foncier qui mérite d'être préservé, mais peut-être que la solution, elle est en décloisonnant les limites administratives et peut-être faire du troc de foncier, mais ça n'existe pas dans la loi. Mais si on disait, bon écoutez, pas encore, mais par exemple, monsieur le département, vous avez telle parcelle, ça serait vachement bien ici, c'est une friche industrielle, etc., ou je ne sais quoi, on pourrait construire de logements. Par contre, oui, vous avez investi, ou monsieur l'aménageur, vous avez investi au prix, je ne sais pas, ou un foncier à bâtir, mais le foncier est à préserver, bon, on échange, on vous donne ça et nous, on récupère ça. Enfin, je dis ça, mais ça n'existe pas. Mais il pourrait y avoir des solutions en décloisonnant ou en allant peut-être sur la commune d'à côté, en se disant, ici, à la limite entre les deux, qu'est-ce qui coince? Ah, c'est la frontière administrative. Ah oui, mais en fait, si on décloisonne, si on dialogue, si on discute, on va peut-être trouver une solution. Donc il y a plein de choses à trouver, mais effectivement, et moi, j'ai pas la solution, là, on est en train de chercher, mais c'est une porte vraiment ouverte qui mérite d'être creusée. Et je crois qu'il y a une chercheuse des sciences, je sais plus, il commence à y avoir des réflexions sur comment changer nos réglementations. Parce qu'on est tous coincés là-dedans, hein, on est tous tributaires de ça. Pour conclure cette séance, vous avez lâché le mot-clé, c'est celui de créativité, et qui conforte un peu le constat que je fais, à savoir le fait que face à des contradictions, les acteurs, souvent, face au paradoxe que vous évoquiez, monsieur, souvent la clé de la solution passe par le décalage. S'il y a un paradoxe, c'est qu'en fait, il manque un acteur. Et il faut faire le travail d'identification de cette partie prenante pour l'associer dans la réflexion et trouver la solution de déblocage. Mais je crois savoir que vous souhaitez intervenir, madame. Non seulement je souhaite, mais ça pousse derrière pour que j'intervienne sur le réglementaire. Oh, si ça pousse derrière. Si je peux me permettre. Simplement dire qu'effectivement, le réglementaire peut être un problème. Il peut être aussi une solution parfois. Quand on parle réglementaire, on parle aussi finalement réglementaire local, c'est-à-dire plus, par exemple. Un plus, la manière de faire un plus a bien évolué ces dernières années pour justement arriver à des plus qui sont plus des plus de projets que des plus réglementaires au sens strict du terme, et notamment grâce au dispositif des OAP qui permet aussi... OAP. Parce que l'État... Voilà. Merci. Voilà. Merci, j'ai eu un doute. Orientation d'aménagement prioritaire, ce qui permet d'orienter par rapport à ce que disait Madame Rabel justement, en disant parfois il y a un lotisseur, il va construire de telle façon, et moi je voudrais pas qu'il construise comme ça, mais moi je ne peux pas l'empêcher parce que le permis de construire ne permet pas. Si l'OAP si ça a été pensé au départ à l'intérieur du plus, ça peut aussi être une manière justement d'orienter l'aménagement de façon un peu précise, tout en lui laissant une liberté d'aménageur, quelque part. Donc ça, c'est quand même intéressant. J'en profite pour indiquer que nous sommes en train de travailler, et on arrive dans la dernière ligne droite, j'espère, d'un guide de transition écologique pour les PLU. Et donc, peut-être ça sera l'occasion, d'ailleurs, à un moment ou à un autre, d'en parler à l'occasion d'un séminaire CAUE à venir pour faire... entre guillemets, pour essayer d'expliquer un peu l'objectif qu'on a voulu au travers de ce document qui a été initié pendant le confinement Covid, où effectivement l'activité était par ailleurs ralentie sur un certain nombre de choses, et donc on en a profité pour essayer justement de faire un pas de côté, pour essayer de voir comment on pouvait aider dans ce domaine. Je ne sais pas si ça sera totalement réussi. On a fait cet essai, donc voilà, d'un document qui est en train de se finaliser. Et puis, on parlait d'échelle de territoire.
je pense aussi que parfois la réflexion du développement doit se faire à d'autres échelles. Bien sûr. D'où l'intérêt Voilà. des Scott, d'où l'intérêt des Scott, et je On y sais que ça va reviendra. peut-être faire réagir, mais de Scott à plus grande échelle que ce qui est fait dans ce département, pour justement aller travailler, et l'intérêt aussi parfois des PLUI, et non pas des PLU, pour pouvoir faire des Intercommunaux. projets. Et là, je sais que je vais faire réagir juste derrière moi, mais c'est pas grave, voilà, et à côté sans doute. Voilà. Ok. Merci pour ces précisions sur lesquelles on reviendra. On est tous d'accord. Nous souhaiterions prolonger la discussion avec Anne, mais une autre intervenante nous attend. Cela dit, vous restez avec nous, donc vous allez pouvoir réintervenir de manière informelle ou dans les autres moments d'échange avec les intervenants.